On va réfléchir dans une façon un peu plus macroscopique à la question de l'accessibilité aux services, de cette question-là de y a-t-il une porte d'entrée à privilégier ou est-ce que toutes les portes peuvent être de bonnes portes d'accès pour les services? On va regarder ça de façon plus large en termes d'organisation des services. Pour changer, je vais juste faire un petit Bon, ce sont des résultats qui viennent de 2 études. Je présente ici toute la liste de mes collègues. Je les remercie intensément pour deux projets de recherche. Un, l'évaluation des MHD, qui est un excellent service, Gilles Perry. Attention à tes questions, voilà. Et l'estimation des besoins des services jeunesse en dépendance, où on a tenté de faire une évaluation plus macroscopique des besoins populationnels. Alors, quand on veut penser à l'accès aux services, on a une petite série de questions à se poser. La première est certainement qui sont les personnes ayant des difficultés avec les substances ou les jeux d'hasard et d'argent. Alors, tout d'abord, qui dans la population? Si on veut changer les hanches, bien, on sait, c'est les gens qui ont des hanches brisées. Nous, ce sont les gens qui ont des difficultés, mais quand même, ça vaut la peine de réfléchir de façon un petit peu plus pointue. Mais, quelle est la proportion d'entre eux qui devraient avoir accès aux services? C'est beau, on dit qu'il faut que tout le monde ait accès aux services, mais est-ce vraiment tout le monde qui a des difficultés avec les substances qui devrait accéder à des services? Ensuite, quels services devrait-il avoir? Tout le monde n'a pas besoin d'avoir les mêmes services et ça vaut la peine d'y réfléchir. Un coup qu'on a dit ça, après ça, on s'évalue et on dit, bon, mais quels sont nos écarts? Quels sont les trous entre ce que l'on pense qu'on devrait offrir versus ce qu'il y a réellement comme service? Et ensuite, toute une série de stratégies qui vont aider à rendre plus fluide le lien entre ces différents services-là. Parce que les gens, soupçonnez bien, n'ont pas besoin seulement d'un service, on a besoin souvent de plusieurs. Alors, en 30 minutes, on va essayer de rapidement parler de tout ça. La première question, qui a des difficultés avec les substances psychoactives? Bien, au fond, il y a toutes sortes de monde et qui ont toutes sortes de niveaux de sévérité. On voit les niveaux 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on part avec beaucoup de monde qui n'ont pas de difficultés avec les substances. Chez les adultes, par exemple, on est capable de faire une estimation, qu'on va le faire pour les adolescents aussi. Bon, ben, beaucoup de gens, plus de 80%, n'ont aucun problème avec les substances, consomment peut-être à l'occasion, mais ça ne cause aucun problème. On a une population à risque qui a des problèmes sans un TUS, c'est pas du tout, c'est le TUS, c'est le trouble d'usage des substances, c'est le nouveau terme pour le diagnostic officiel dans le DSM-5. Donc, les gens qui peuvent être à risque, avoir des problèmes, il n'y a pas de diagnostic officiel, on a un 10%. Puis ensuite, on a une série de personnes qui peuvent avoir divers troubles liés à l'usage des substances, dont des gens qui ont un diagnostic, mais pas tout le monde qui a un diagnostic probable va expérimenter et va dire qu'il a des problèmes. Une portion plus petite de personnes vont avoir un trouble lié aux substances, mais dire aussi « ça me cause problème, je vis des difficultés, puis j'aurais peut-être besoin d'aide. » Et on a un petit sous-groupe de personnes, très petit, ça c'est pour l'ensemble du Canada, ces statistiques-là. Sur une vieille enquête, on doit les refaire avec des nouvelles données, par exemple, là, ça date déjà un peu, mais bon, l'idée est celle-là, qu'il y a un tout petit groupe de personnes, mais qui consomment probablement énormément de services, qui ont des problèmes, entre autres concomitants de santé mentale et autres. On fait la même chose chez les jeunes. Donc, chez les jeunes, on voit qu'on a, par exemple, près de 90% d'entre eux qui n'ont aucun problème avec les substances. Quand on a toujours un journaliste qui vient déchirer sa chemise à la télévision qui dit « Ah, le monde s'empire ». Thérèse Davila disait ça aussi dans les années chez lesquelles le monde s'en va à sa perte et les enfants d'aujourd'hui ne respectent plus rien, etc. Mais quand on regarde des statistiques plus froides et moins émotives, on s'aperçoit que quand même 90% n'ont pas de difficulté avec les substances, ils en prennent peut-être à l'occasion, mais bon, ça va. On a un 5,1% de jeunes à risque, ça c'est les données de l'ISQ, dans l'Institut de statistique du Québec, les plus récents. Puis on a, parmi nos féroces, on a nos jeunes féroces, on a un sous-groupe de jeunes qui nous donnent beaucoup de fil à retordre, qui ont aimé, qui ont des vies difficiles. Hein. Eux, la vie leur a donné beaucoup de fil à retordre, et c'est pour ça qu'ils veulent partager ce sentiment avec les intervenants et leurs parents. Alors, eh bien, ces jeunes ont souvent des troubles de santé mentale associés, puis ils ont plusieurs difficultés
difficultés associées, liées soit à les difficultés scolaires, les difficultés relationnelles ils peuvent être très agressifs dans leur relation avec les autres. Ils peuvent avoir des déficits d'attention, etc. Ils peuvent vivre dans un quartier extrêmement défavorisé. Donc, plusieurs indicateurs comme ça qui viennent ajouter au cumul, hein, vous les voyez bien dans toutes vos ressources, hein, qui s'ajoutent. Ce n'est pas juste des difficultés avec les substances, c'est des difficultés avec les substances qui s'insèrent dans beaucoup d'autres difficultés. Donc, qui sont les personnes qui devraient avoir accès au service? Ce n'est pas une image unique, c'est une image différenciée. On a des gens qui partent de niveaux assez légers à des niveaux extrêmement sévères de difficulté. Avec Louis, on discutait là, de qu'est-ce qu'on va faire avec nos grands personnes ayant des troubles de santé mentale sévères, avec en plus une toxicomanie sévère. On les voit pour 10, 15, 20 ans dans nos services. Hein, on penser à un projet qui nous aiderait à mieux accompagner ces personnes-là. Donc, il faut penser aux gens à tous les niveaux du continuum. Karine le mentionnait bien tantôt. Mais qui devrait avoir accès au service? Bon, sur la prévalence, hein, là je vous ai dit des proportions de monde, mais c'est tout ce beau monde-là qui devrait avoir accès au service. Alors, c'est quoi la prévalence? Alors, la prévalence, c'est la proportion des personnes dans une population qui ont un trouble et qui, au cours d'une année, d'une période définie, ça c'est la prévalence, c'est les diapos que je viens de vous passer. Mais le besoin de service, tout ce beau monde-là a-t-il besoin de service? Le besoin, c'est parmi tous ceux-là, lesquels auraient besoin de service. On passe à la prochaine. Un petit clic encore. Donc, la réponse est non. Tout le monde qui a la fameuse identification d'un trouble n'est pas quelqu'un nécessairement qui a besoin de service. Pourquoi? Parce que les enquêtes sur diagnostic, vous savez, quand vous répondez à des petites questions au téléphone, sur le fait, vous dites oui, non, vous avez toujours bien compris le sens de la question. Donc, il y a une certaine dose d'erreur dans nos enquêtes. On surdiagnostique probablement les problèmes. Mais même les personnes pour qui on ne se trompe pas ne veulent pas nécessairement toutes de l'aide. Puis on clique encore. Merci, Marie-Christine. Parce que aussi, il y a une autre portion de personnes qui ont des rémissions spontanées. Spontanée n'étant pas un terme précis. Parce que quand tu as ta conjointe derrière toi qui te dit « Mon homme, tu devrais spontanément guérir de ta consommation d'alcool », on prend le mot spontané, mais ça ne veut pas dire que c'était tout à fait intrinsèque comme motivation, mais ça fonctionne. C'est très, très utile. Donc, ces gens-là ont-ils besoin de traitement à tout coup? Pas nécessairement. Il y a des gens pour qui toutes ces questions-là, ce contexte, vont faire qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement d'avoir besoin d'un accès au service. Bon, quelle est la proportion parmi tous ceux-là qui ont besoin de services? Assez difficile à estimer, mais on va vous en proposer des chiffres de Marie-Christine. Et on s'appelle aussi qu'on a toujours la demande. On peut toujours évaluer dans nos sociétés qui a demandé de l'aide. Ça, c'est un chiffre assez dur, assez fiable. Bon an, mal an, quelle est la proportion de gens qui, dans les faits, se pointent quelque part dans les services, pas nécessairement dans le service où ils devaient aller, mais on les a vus apparaître dans notre réseau de la santé et des services sociaux, puis on est capable de plus en plus, avec toutes sortes de banques de données administratives, d'identifier ces proportions-là de personnes. Bon, alors, je vous épargne toutes nos élucubrations qui nous emmènent à sortir un tableau comme ça, mais tout de même, on est capable de dire, par exemple, pour les adultes, voici à chaque niveau de problème un degré de réponse que nous devrions avoir pour ces personnes-là. Ça ne changera pas votre quotidien dès le matin, mais quand on organise des services et qu'on peut dire, par exemple, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale conjugués à des troubles d'usage de substances, probablement, si je voudrais avoir une très bonne réponse à cette population sur mon territoire, probablement qu'une grande majorité d'entre eux devraient avoir des services. Si je réponds seulement au tiers de ces personnes-là, 35%, j'ai probablement une réponse faible sur mon territoire. Donc, sans aller dans le détail de ces tableaux-là, on est capable aujourd'hui de dire, de regarder une région, de dire jusqu'à quel point répond-on à ces besoins de la population, quel est notre degré de réponse? A-t-on un degré de réponse faible, modéré ou élevé? On fait un peu la même chose pour les adolescents, ça c'est, on se base sur des enquêtes, c'est juste pour ceux qui se basent sur les enquêtes, si on peut savoir par exemple que chez nos jeunes avec un diagnostic d'abus de dépendance, on a à peu près 9 à 10% qui consultent vraiment. Ça c'est un chiffre qui ressort depuis
des lustres, on sait qu'à peu près toujours 10% de nos personnes ayant des problèmes assez importants avec les substances finissent par se pointer dans nos services. Prochaine. Et on a fait le même exercice pour les adolescents. Donc, on peut, pour une population d'adolescents, pour un territoire donné, dire voici comment on devrait répondre aux besoins pour les adolescents dans une région en fonction de leur niveau de gravité de problème. Vous reconnaissez nos fameux feux jaunes, vert, jaune. On a mis un petit intermédiaire comme on avait dans notre pyramide de soins. Voyez-vous, en fonction des niveaux de sévérité des problèmes, on tente de voir quelle est la proportion de ces gens-là qui devraient recevoir des services si on veut avoir un taux de réponse faible, modéré ou élevé. Ça permet de quantifier cet accès aux services. On est capable de voir jusqu'à quel point on donne accès aux services ou pas. Bon, à quel service devrait-on accéder? Évidemment, il y a toute une gamme de services. Là, pour les adultes, on les connaît bien, la désintoxication en 3 niveaux. Mais on voit qu'il y a des services qui ne sont pas toujours présents sur un territoire. Par exemple, si on prend la désintoxication, quand on se pose la question, est-ce que les gens peuvent entrer par toutes les portes dans le service? Oui, certainement. Mais si le service n'existe pas, c'est bien beau de parler de ça, mais ça fait partie de la réflexion de se demander où mettons les services pour répondre aux besoins des gens. C'est bien beau de vouloir les orienter. Et beaucoup d'intervenants dans les services ont dit oui, je peux bien, moi, détecter pour ceci ou cela, mais si après avoir détecté, je ne sais pas quoi dire à la personne, puis j'aime mieux pas y en parler. Je ne suis pas fou, je l'ai vu qu'elle a ce passage. J'en vois bien du monde qui a ce problème-là, mais pourquoi parler et aborder ce problème-là si je ne peux pas orienter la personne vers un service qui va répondre? Ils ont raison, parce qu'en psychologie, on sait bien que si on crée une attente très élevée, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. La personne dit oui, la personne dit ben, mais ce n'est pas ça. Alors, c'est ça. On comprend tout de suite que ça crée un effet dépressif chez les personnes. Hein? On ne les aide pas du tout, au contraire. Les cliniciens ont très bien compris ça. Quand ils ne peuvent pas offrir quelque chose, ils n'en parlent même pas. Mais ils le savent. Donc, dans notre réflexion sur l'accessibilité des services, on doit réfléchir à ce que nous avons tous ces services que l'on devrait offrir. On voit, par exemple, un qui est assez... au Québec, là, si on va dans les hôpitaux, on va être accompagné pour la désintox. Pas de problème. Mais nos services résidentiels non hospitaliers pour des gens ayant des niveaux de besoins intermédiaires à ce sujet-là, on en a peu. On en a un peu, mais pas tant que ça. Puis l'accompagnement ambulatoire à la désintox, on n'en a vraiment pas beaucoup. Ou en externe, nos médecins en font, mais pas tant que ça. Les services externes minimaux, modèles intensifs, on est meilleurs un peu. Puis nos services résidentiels, on répond partiellement. En tout cas, ce genre de service-là existe. Ah, ça, c'est pour vous endormir. Alors, c'est quand je suis tanné de parler. Alors, mais bref, c'est juste pour dire qu'on a juste remis tous ces types de services-là dans un schéma. Puis, vous voyez ces bourrées de flèches, ça veut dire qu'au fond, sans que vous preniez le temps de tout décortiquer ce tableau-là, l'idée étant que les gens sont détectés en haut, c'est tout ce qui est lié à la détection. Excusez-moi, c'est de l'anglais, je trahis ma patrie. Alors, c'est toute la détection des personnes, puis ensuite, c'est l'ensemble des services, des intoxications externes, internes. Mais il y a des flèches partout pour indiquer que les gens doivent pouvoir se promener dans un service, d'aller d'un vers l'autre, et cette fluidité entre les services est extrêmement importante. Bon, c'est beau. Et on a fait le même schéma, c'est artistique. Alors, on a fait le même, c'est pas une urne funéraire. Alors, on a fait le même schéma pour les adolescents. Alors, bref, je vous épargne tout ça. On passe quelques diapos avec Christine, c'est dans la folie. Bon, peut-être que ce qu'on veut rappeler, c'est que pour les adolescents, on a là, je dois stresser la caméraman en prenant à gauche et à droite, pour toi. Mais ce qu'on veut rappeler pour les adolescents, on a identifié un service très important qui est la gestion de l'intoxication aiguë. Hein? Dans l'accès aux services, nos adolescents ne sont pas tous feux rouges, mais il y en a qui boivent beaucoup. Mon garçon qui organisait le bal de finissant disait on a réservé une ambulance. Une ambulance. Est-ce que je devrais m'inquiéter de quelque chose? Alors, mais il avait absolument raison. Il a servi la fameuse ambulance. Pas pour mon garçon. Hein? Bon, là, c'est dans l'organisation, un petit peu de tenue.
Alors, mais bref, très important d'avoir ce type de service. Les adolescents doivent avoir des services de désintoxication. Hein. C'est un champ peu exploré, en tout cas dans nos services au Québec. On a vu de très beaux, très bel exemples dans la vallée du Fraser de services ambulatoires de désintoxication, mais de outreach des adolescents. Puis Lisa, il me reste combien de temps? Ça va bien? Ah, OK. Alors, l'organisation des services, en compte toute la gamme de services de désintoxication pour les adolescents, c'est une bonne question. On va aller à la prochaine. Chez les adolescents, on a besoin de services d'intervention très brèves, donc très motivationnels dans la rue, à l'école, dans les corridors, leur parler pour tenter de les intéresser à un niveau à faire quelque chose avec leur consommation. On a des services généraux externes, des spécialisés, on connaît bien ça, et des spécialisés intensifs. C'est un niveau absolument manquant dans nos services. Actuellement, au Québec, c'est beau l'accès aux services, mais qu'est-ce qu'on a offert aux jeunes? On a offert une rencontre par semaine ou une ou 2 semaines, ou un résidentiel. Notre plus court, Nathalie est à combien au Québec? Notre plus court résidentiel est à 6 semaines, 6, 8 semaines. Imaginez-vous, je vous dis, regarde, je vous rencontre, je vous dis, les 8 prochaines semaines, tu t'en vas dans un service résidentiel, oublie ça ta job, oublie toutes tes responsabilités. Bon, c'est plus compliqué pour un adulte, on comprend, puis un adolescent, c'est plus simple, mais c'est pas simple pareil. Hein. Ce qu'on offre actuellement aux adolescents, à quelques exceptions près, il y a des exceptions dans les régions, c'est pas tout identique à ça, mais grosso modo, c'est ce qu'on a comme offre au Québec. Il nous manque vraiment un maillon intermédiaire où on pourrait avoir des services un peu plus intensifs externes. On va passer quelques diapos. Services résidentiels, on doit les adapter. On a des durées assez fixes de 8 semaines ou de 3 mois de plus. On doit avoir des flexibilités plus grandes dans notre offre de services. On a de la misère au Québec actuellement à dire aux jeunes, mettons, on veut y offrir des services, c'est bien bon, on fait l'accueil, on l'évalue. Mais bon, lui, ça serait un 10 jours en résidentiel qu'il aurait besoin, mais on a de la misère à trouver ça au Québec actuellement, un 10 jours en résidentiel. Tu as juste 8 semaines à y offrir, bien, ça se prédise donc à l'offre de service. C'est beau de voir qu'il y ait une porte publique, que toutes les portes soient bonnes, mais il faut une gamme de services en plus de ça. On ne peut pas séparer la réflexion de l'accessibilité des services à a-t-on les services et peut-on avoir le bon service pour les personnes. Continue. Bon, alors, petit diapo, ça nous permet d'avoir des modèles comme ceci où on est capable de regarder, d'estimer, par exemple, pour la province entière, combien devrait-on avoir de jeunes qui ont des services externes spécialisés si on a une réponse faible, moyenne, élevée. Fait qu'on est capable maintenant d'avoir des visions macroscopiques, d'évaluer pour une sous-région. On pourrait prendre, par exemple, la capitale nationale, la région de Mauricie, centre du Québec, n'importe quelle région, dire, bon, mais dans cette région-là, voici le nombre de personnes qui devraient accéder aux services. Et ensuite, regarder bien, combien ont réellement eu accès aux services et dire, bon, bien, où sont nos taux de service? Pas pour dire on n'est pas bon, mais pour avoir une vision d'ensemble qui nous permet de réfléchir où va-t-on mettre nos efforts? A-t-on assez de ce service-là? Peut-être qu'on n'est pas payé dans ce service-là, peut-être qu'il faudrait développer tel autre service. Ah, là, j'ai fait beaucoup d'animation, je suis bien énervé, pas mal fatigué. Bon. Là, on va aller vers quelques recommandations sur la fluidité dans le pack. Bref, l'idée générale, c'est que, les individus sont très diversifiés dans leurs difficultés avec les substances, tant les adolescents que les adultes. Il y a plusieurs niveaux de sévérité, puis on ne pense pas donc au même service en fonction des niveaux de sévérité. Ensuite, il faut vraiment regarder une gamme de services assez étendue pour répondre à l'ensemble de ses besoins et il faut avoir l'objectivité de s'évaluer dans une région. Je regarde par exemple des services chez vous très près de gens qui ont des difficultés extrêmement sévères. Donc, est-ce que dans chaque région, on a une gamme de services qui répond à une gamme de besoins? Ensuite, il y a toute la question de la fluidité entre tous ces services. Et là, on va faire quelques recommandations. Ça, c'est juste pour dire qu'on a travaillé ces diapos-là. Bon, alors, donc, dans une étude d'évaluation des superbes MAJT, Gilles, alors, on a interrogé plus de 180 personnes, regardé les banques de données de plus de 1500 jeunes dans les services et on a tenté d'extraire de tout ça des conclusions. Plusieurs personnes qui sont ici dans la salle ont participé à ces différents projets-là. Quelques conclusions sur comment doit-on travailler pour bien travailler ensemble, mettre de la fluidité entre nos services et que le jeune
ça concernait le service jeunesse, évidemment, mais à peu près toute nos conclusions, de mon point de vue, s'applique aussi au service adulte. Comment donc aider la personne à se créer une expérience qui l'engage dans les traitements, ce qui est mécanisme d'accès jeunesse, c'est comment justement s'assurer que la personne a un accès le plus simple, le plus rapide possible au service. Donc, on répète une chose qu'on dit très souvent, mais que tous les intervenants l'ont répété, et là où ça ne marchait pas, ils disaient que justement c'est un déficit. La détection est une tâche extrêmement fondamentale de base, en disant oui, les outils standardisés, mais tout cet effort-là de l'identification des personnes est extrêmement important. On doit continuer de valoriser ce genre d'activité. On doit aussi aider les personnes à se rappeler qu'il ne faut pas qu'ils virent fous avec les scores à un questionnaire, et les cliniciens ont un jugement clinique, ils doivent conserver ce jugement clinique. Et ce qui augmente la détection, ce qui augmente la possibilité d'identifier les personnes, c'est la présence. Alors, ça ne peut pas être, c'est beau l'informatique, on aime ça, hein, tu vois, tu rentres tes affaires, tu fais un score, puis coucou, ça te dit, voici un problème, mais ce qui semble être efficace, c'est la présence d'une personne dans un milieu donné pour créer un contact, créer une relation, et ceci favorise la détection des individus. On ne s'en sort pas. On n'a pas réussi à travailler avec les urgences jusqu'au jour où on a mis quelqu'un dans les urgences qui est allé travailler là. Ça ne marche pas s'il n'y a pas des individus qui créent un lien. Et ça, c'est un principe assez universel qu'on doit retenir. Il est facile à oublier quand on est dans une vision très macroscopique d'organisation des services. On veut couper, on veut être efficient, mais nous ne sommes pas efficients quand il n'y a pas de relation, quand il n'y a pas d'individu capable de dire bonjour, pas juste aux clients, mais aux autres professionnels, qui créent un lien avec les autres professionnels, qui eux autres ont peut-être trop d'occupations, trop d'affaires, ils sont bien d'accord qu'il faut détecter telle affaire, mais ce n'est pas assez concret dans leur tâche de tous les jours. Bon, on va passer. C'était pour dire cette diapo, hein, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que justement, les organisations de services très diversifiées d'une région à l'autre, puis là, il n'y a pas ici un point pour dire hey, cette région-là est bonne, cette région-là n'est pas bonne. Pas du tout. Mais l'idée étant qu'on peut voir que les sources de référence des jeunes, par exemple, vont être extrêmement variables d'une région à l'autre. Hein, venus du centre jeunesse ou du criminal, passer de 50 à 28%, l'inverse du milieu scolaire, etc. Donc, l'accessibilité aux services, les portes d'entrée aux services ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, en fonction des traditions qui se sont créées dans une région. Donc, si un jeune, par exemple, est dans un centre, dans un lieu scolaire dans la région de Montréal et qui est toxicomane, il y a beaucoup moins de chances d'être vu et d'avoir des services que s'il est un jeune toxicomane dans une école en Mauricie. Ça ne veut pas dire que le monde de Montréal travaille mal, pas du tout. C'est juste qu'il y a une tradition qui s'est créée, une façon d'organiser les services, une façon de donner accès aux services, et on doit se regarder quand on pense à l'accessibilité à ce sujet-là. Donc, les services spécialisés, entre autres, pour favoriser cet accès. Hein, on se dit comment faire là, pour améliorer cette idée du no wrong door. Entre autres, on doit, savoir d'où viennent nos personnes, puis quand on identifie les trous, tenter de travailler à les corriger. Et une des façons, c'est la relation, on revient à ça. Quand des CRD ont beaucoup travaillé avec certains référents de façon plus étroite, collaborative, fréquente, des liens, etc., ils ont eu plus de références. Ils ont placé un intervenant dans ce service-là. Ils ont eu plus de références. Ça revient tout le temps. Tout le monde nous a répété cette histoire-là. On ne fera pas 200 études encore sur le sujet. C'est un fait connu, observé, remarqué. On peut se fier à ce genre de stratégie pour augmenter la référence. Bon, c'est juste pour dire que les gens ont des problèmes avec le cannabis, ça va. Au Québec, par exemple, on est bon, hein, on s'appelle ça, là, la section rouge, c'est toutes les personnes, les gens qui sont référés avec un DEPADO. Donc, au Québec, on est vraiment bon et on se fait envier par des gens de plusieurs provinces au Canada sur notre structure. On a été capable, par exemple, pour favoriser l'accès, d'instaurer un instrument de détection. La plupart des jeunes qui sont référés vers des services spécialisés, on se sert d'un instrument de détection qui donne une idée à peu près de la sévérité. On réussit bien à ce sujet-là. On doit se le rappeler. Un autre élément qui favorise, qui donne la fluidité à ces questions-là de quand quelqu'un arrive dans une place qui n'est pas la bonne pour lui. Par exemple, un jeune est pris avec du pot dans ses poches à l'école.
Oh, malheur des malheurs, le fils de Mme Chose en revend à ses amis. Alors, l'école, ça va pas bien, l'école, c'est pas un centre de traitement, évidemment, mais là, eux, alors, c'est politique zéro, nous ne tolérons pas ça, etc., on met le jeune dehors, c'est ça. Mais, lorsque les écoles, par exemple, se dotent de politiques à ce sujet-là, de protocoles d'intervention, que va-t-on faire? On se met à se structurer pour répondre à ces situations. De plus, on se structure avec notre partenaire clinique, puis on se dit, bon, on va se dire comment on va travailler ensemble quand on va arriver avec un jeune qui a ses couteaux pour chauffer les substances, que ça dans sa case, on en trouve, il en vend de toutes sortes de moyens. Bon, que va-t-on faire? Donc, tous les protocoles d'entente entre nous sont des façons de répondre à cette question-là de comment va-t-on répondre quand quelqu'un va arriver dans notre service et qui n'est pas supposé dans notre service pour ce problème-là, mais que va-t-on faire? Tous nos protocoles d'entente vont s'asseoir pour dire ensemble comment va-t-on faire, comment on va reviser ces protocoles-là, sont des stratégies qui sont excellentes. D'accord. Grand cri du cœur de tous les services généraux pour dire on veut bien nous autres répondre, cette idée-là, il faut répondre à tout le monde, mais on est démunis. On est démunis, aidez-nous. On veut de la formation, on veut que vous nous accompagniez. Oui, on peut être formé à l'EPADO, oui, on peut être formé au débat, mais au-delà de ça, je suis démuni, je ne sais pas quoi faire. Donc, s'équiper pour aider ces services-là est nécessaire. Aussi, c'est fortement vrai chez les jeunes, ça, vraiment dans les dernières choses. Après ça, malgré ça, on va aller à la dernière diapo. C'est fortement vrai chez les jeunes, mais on peut penser que chez les adultes, c'est vrai aussi. C'est moins vrai. Ma vieille mère qui avait mal à la hanche, son médecin a dit, Madame Tremblay, vous allez avoir tel docteur, un tel, ça, bien. Elle a appelé le service communautaire, elle a eu un transport qui est venu, un vieux monsieur qui, lui, fait du bénévolat pour faire du transport. Pas besoin d'accompagnement. Elle voulait y aller voir le docteur pour sa hanche, parce que ça faisait mal dans sa droite, puis elle va la faire changer. Mais, nos toxicomanes, on se rappelle, quand il arrive à une porte, c'est une fenêtre d'opportunité, parce que ça a mal été tout récemment. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas une longue intervention. On ne peut pas les faire attendre longtemps. Les délais d'attente, ça, c'est extrêmement important. Là, notre 7 jours, il est bon, mais si on peut faire 48 heures, beaucoup d'études documentent qu'après 48 heures, on perd beaucoup de personnes. Mais en plus, quand on réfère à quelqu'un, toute stratégie d'accompagnement, en jeunesse, le plus bel accompagnement qu'on a vu, c'est quand on dit un jeune se paye à portage. Le gars, le jeune ne peut pas aller à portage, je parle d'une affaire, pas pour aller là. 6 mois pour dire ça, quand il est malade. Alors, mais quand on accompagne le jeune chez Portage, on va lui faire rencontrer Serge comme mon gars, puis on fait visiter le centre en Chaudière-Appalaches, puis là, il va, puis une visite. La plupart des jeunes disent ok, c'est correct, je vais y aller. Donc, ça, c'est l'extrême. C'est ça c'est l'extrême, évidemment, c'est l'extrême d'accompagnement, mais tout accompagnement est facile. On va aller à l'avant-dernière diapo. Clic. J'avais beaucoup de choses à dire. Ma blonde me rappelle toujours. Juste ça. OK. Et pour clore, peut-être que pour se rappeler que comment favoriser l'accès, des principes très simples. Il faut que ce soit rapide. Donc, toujours se demander là, comment on peut faciliter ça, là, cet accès-là au service. Si notre stratégie fait que ça va aller assez vite, c'est bon. C'est bon. Si c'est simple, c'est bon. Plus c'est complexe, plus c'est difficile. Plus c'est proche géographiquement, c'est mieux. Moi, les gens font de distance. Aller de Montréal, ils viennent de l'ouest de l'île, ouais, tu peux aller, je ne sais pas, à Prince-Arthur, je ne sais pas, tu es malade, oublie ça, c'est comme la route de Damas, là, pour eux autres. Oui, c'est ça, absolument. Alors, nous autres, l'excellent, tu vas être à Montréal. Non, c'est loin, c'est vraiment loin. Et le couvrement personnalisé entre les intervenants des différentes ressources, c'est une excellente stratégie. Tout ça n'est pas contradictoire avec la hiérarchisation. Ça se peut quand même qu'on dise qu'il faut que tu passes par là en premier, que tu ailles dans... Mais il faut faire attention. On hiérarchise, c'est correct, tout en gardant notre principe de simplicité. Fait que, bon, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Il ne faut pas surcomplexifier les choses. Il faut faire attention. Voilà, ça termine.